Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, Basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est offerte par Garant, une entreprise d'ici qui, depuis plus de 125 ans, fabrique et distribue des outils de jardinage et de coupe, des outils à main et des solutions modulables de jardinage. La qualité des produits Garant est une référence aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Garant vous propose des outils pratiques à haute performance qui rendront votre jardinage plus facile et encore plus agréable. En vente dans tous les bons centres horticoles et quincailleries. Radio Légumes et compagnie vous parle de la Lune. Pas vrai? Bonjour Bertrand. Pourquoi de la On vous Lune? parle de la Terre parce qu'on parle de Terre. Oui, non, on n'est pas dans la Lune ce matin, pas du tout. Alors, salut tout le monde. Aujourd'hui, est-ce qu'on On tombe parle de dans Lune les ce prunes? matin. Je sais pas pourquoi. Oui, c'est parce que tu as peur de tomber dans les prunes, J'ai c'est peur de ça. tomber dans les Puis prunes. là, quand tu tombes dans les prunes, tu tombes dans la Lune. OK, je comprends le succès. Quelle expression? Tomber dans les prunes. Ben, on dit tomber dans les pommes ou tomber dans les prunes. Mhm. Donc, la question philosophique aujourd'hui, c'est être ou ne pas être dans les prunes. Alors, on parle de prunes. Les prunes qui ont laissé leurs traces, facile d'ailleurs, dans l'histoire, mais depuis longtemps, je pense. Depuis longtemps, mais l'origine est complexe et quelque peu mystérieuse, OK? Bon, on attend des histoires. On pense que c'est un hybride naturel qui serait fait dans les Balkans, donc ça vient de cette région-là, des Balkans, donc le nord de l'Italie, entre la Roumanie, dans ces coins-là. Pour les pruniers européens, les pruniers japonais, eux, sont originaires de Chine. On les appelle japonais, mais ils viennent de Chine en réalité, mais aussi de Taïwan, le nord du Laos, du Myanmar et du Vietnam, donc dans cette région-là. Puis d'ailleurs, quand on voit des vieilles des images, Oui. il y a des pruniers, c'est un grand Oui, symbole. c'est un les grand symbole des pruniers pour japonais. les Asiatiques, oui, effectivement. On a quand même trouvé des noyaux fossilisés de prunes sauvages qui datent de plus de 8000 ans dans la vallée du Rhin et supérieur et du Danube. Donc, ça a migré, ça a été cultivé beaucoup plus avant, là, parce qu'on parle originaire là, des Balkans. Mais donc, des Balkans, c'est descendu jusqu'au Rhin et au Danube il y a 8000 ans. Et ça, c'est des preuves tangibles. Tangible, c'est les noyaux. C'est l'avantage qu'on a avec les fruits par rapport aux légumes, c'est qu'on retrouve les noyaux. On en a retrouvé qui remontent de 3 à 7 000 ans, donc on est dans les prunes depuis un petit bout de temps. Et à l'âge de bronze, donc il y a entre 1200 et 3000 ans, on en a retrouvé en Suisse, en Italie, en Allemagne, en Autriche. Donc c'est pas de la dernière pluie, comme dirait l'autre. Non, non. Et est-ce qu'il y a différents types de prunes? On le sait, mais... Ah oui, il y a les prunes américaines. Il y a une variété qu'on cultive, c'est la Crescent. Il y a les prunes européennes, donc les italiennes, les Mirabelle et les Reine Claude. Ça, c'est des grands groupes, là, il y a des variétés. Il y a les prunes japonaises qui sont très nombreuses, qui sont très sucrées. Il y a les prunes hybrides, on connaît notamment la Toka. Et il y a les prunes cerises, qui sont des fruits qui se situent entre la grosseur d'une cerise et d'une petite prune. Puis il y a les fameux pruneaux. Il y a les fameux pruneaux, qui sont des fruits séchés à partir de variétés particulières et qui ont été faites surtout dans le sud de la France. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup aussi en Californie. Là. Mais le pruneau est le fameux pruneau d'Agen, qui est une marque déposée aujourd'hui. Là. Et donc, ça, c'est une toute autre histoire que je vous raconterai peut-être un jour. Mais que vous trouvez racontée dans mon livre, Étonnante histoire de fruits. Bon, parce que c'est une histoire quand même assez longue. Mais c'est intéressant, tout ça. Moi, je trouve que c'est passionnant. Tu sais, le cheminement d'un fruit à travers l'histoire. Mais tu parles de 8000 ans. Oui. C'est assez fou. C'est ça. Oui, alors... Si vous pensez que ça arrive tout seul dans votre panier d'épicerie, c'est pas le cas. Et puis, il existe différentes variétés aussi de prunes. Oui, il y a des jaunes, on le voit à l'épicerie un peu. Des prunes rouges, des prunes bleues et puis des prunes pourpres pour la peau. Puis il y en a qui ont la peau ou la chair jaune, verte, rouge, bleue, noire, multicolore même. La pulpe en général, moelleuse ou ferme, hein, il y en a deux sortes. Il y a celles qui sont très moelleuses puis qui sont très fermes. Puis il y en a qui ont des noyaux adhérents ou pas. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est cette manière-là qu'on définit les prunes, là, des noyaux adhérents ou pas. C'est le type de prune. Comme on voit, il y a beaucoup de sortes de prunes différentes et donc on va catégoriser ça par
adhérents ou non adhérents. OK, pour le noyau. C'est ça. Mais Bertrand, tout ce que tu viens d'ouvrir là, ici comme grande parenthèse, on n'a jamais ça à l'épicerie. On a même... Il y a très peu de variétés ici. Attends. La chair multicolore, là... Ben on en a. Oui, de temps en temps. Ça dure pas longtemps. Là, on en a parfois, mais c'est pas tout le temps. Mais si on a le privilège, admettons, si on rêve de planter un prunier dans notre cour, on va aller chercher quelque chose d'exception. Oui, ben ça dépend tout le temps pour qui, là, parce que moi, personnellement, c'est la prune Mirabelle que j'aime, la prune jaune. Ce serait la seule que tu planterais. C'est la seule que je planterais, c'est les prunes jaunes. Il y en a qui aiment les quetchs, qui aiment les prunes brunes. Donc, il y a tellement de variétés qu'on peut vraiment s'amuser avec ça. Donc, tu peux faire des choix qui sont pour toi, là, puis ça pousserait au Québec, pas de problème. Absolument. Alors, puis là, si vous voulez chercher les variétés, je vous réfère à mon autre livre, Le jardin fruitier, qui lui vous donne toutes les variétés. Donc là, tu peux faire les variétés qui sont résistantes aux notes du noir. On va en reparler un petit peu. Oui. Alors, si tu nous parlais maintenant du type de pollinisation que ça prend pour avoir des prunes, il ne faut quand même pas faire venir ça de quoi? Damas ou... Ça, les prunes, c'est très spécial. C'est une pollinisation croisée. Donc, ça prend 2 variétés différentes. Et ça, c'est très important parce que c'est une source d'échec, la pollinisation, chez le prunier. Vous ne pouvez pas vous contenter d'avoir un prunier puis rien à côté. Il faut absolument 2 pruniers pas trop loin. OK? Et il y a des pruniers qui sont les meilleurs pollinisateurs. Le prunier américain, la Crescent, est un très bon pollinisateur pour tout le monde. Le prunier noir, qui est aussi un prunier indigène au Québec, qui est plus rare, mais qui est un très bon pollinisateur aussi pour toutes les variétés. Et le prunier japonais, qui est aussi un très bon pollinisateur. Si je comprends bien ce que tu t'expliques, là, il faut que tu aies un pommier à ton goût, un prunier qui est à ton goût, que tu choisis, mais il faut que tu ailles en chercher un américain, prunier noir ou prunier japonais que tu mets en doublé. Ça, c'est non, tu vas prendre une autre variété en doublé quand tu as un petit terrain. Ça, quand tu as un grand terrain, tu peux te permettre d'avoir 3-4 variétés de prunes plus ces pruniers-là, OK? Oui. Ce que je vous donne, c'est les meilleurs pollinisateurs, là, tu sais. Donc, on a intérêt à les choisir. On a intérêt à les choisir, mais ils vont pas donner des fruits très intéressants. Mais il te les faut sur ton terrain. Il t'en faut au moins un, mais pas obligatoire. C'est pas obligatoire parce que sur les petits terrains, ça marche pas, là. Sur un grand terrain, oui. Si ça devient gros? Ben oui, un prunier, ça devient assez gros quand même, oui. Qu'est-ce que tu fais, là? Entre un pommier et un amélanchier, là. C'est un gros pommier, c'est un gros pommier, c'est un petit pommier ou un gros amélanchier, là. Bon, donc, c'est un arbuste moyen. C'est pas un arbre. Non, c'est un arbre. Ça dépend des variétés, ça dépend des plantes, ça dépend des formes. Il n'y a pas de chose aussi simple que noir et blanc dans l'horticulture. Est-ce qu'on peut acheter qu'un seul prunier sur un petit terrain? Sur un petit terrain, certains vendent des pruniers avec plusieurs sortes de prunes sur le même arbre. Il faut savoir que ces arbres-là vont durer beaucoup moins longtemps que si on met 2 vrais pruniers. Là. Okay. Le fait de mettre plusieurs variétés sur un même arbre, souvent, ça coupe la vie de la plante. Ça, tu veux dire greffer. Il greffe sur un seul. OK. Alors, tu plantes un prunier. Comment de temps ça va prendre avant que tu puisses récolter? C'est variable selon les formes, mais on parle de 3 à 7 ans. C'est assez long. Oui. C'est assez long. Il faut être un bon fournisseur entre-temps. Oui, entre-temps, oui, il faut être un bon fournisseur. puis si on parlait maintenant du goût. Alors, l'échelle de goût là-dedans. Grande diversité de goût. Les saveurs diffèrent beaucoup d'une variété à l'autre parce que c'est le taux de sucre qui va changer. Il y en a qui sont croquantes à très juteuses et puis il y en a qui sont farineuses. Mais ça dépend comment on aime ça, tu sais. Donc, il y en a qui sont très sucrés, d'autres sucrés acidulés, d'autres franchement acides. Donc, il y a beaucoup de variétés dans les pommes, Tu vois, moi aussi, les pommes prunes. Non? C'est les prunes. Donc, on n'est pas dans les pommes, on est dans les prunes aujourd'hui. Donc, c'est cette grande variété qui fait cette grande variété de goût. Mais toi, est-ce que ça te dérange quand elles sont très surettes? Oui. OK. Moi, je suis un sucré, moi. T'es un sucré. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment vraiment ça? Ou oui, je connaissais des gens qui aimaient surette, là. Oui, tu sais, les gens qui mangent la moutarde à la cuillère, là, ça aime les trucs forts et sûrs, là, c'est acide. Et pourquoi pas? Mais là, en général, les gens vont aimer quelque chose qui est un peu plus sucré. Fait que tu fais ton choix J'ai tendance à pas généraliser trop, parce qu'il y a des gens qui aiment du sucre. Ben, tu sais, c'est comme de la rhubarbe. Hein. Il y a des gens qui sont capables de manger de la rhubarbe crue, puis il y en a qui sont pas capables s'il n'y a pas une tonne de sucre. Comme moi, donc je mange pas de rhubarbe pour pas manger de tonne de sucre. Bon, alors maintenant qu'on a parlé de goût, on va parler de l'apport nutritif d'une prune. C'est tellement alléchant, tu te dis, il doit y avoir quelque chose là. Alors, suivant les variétés toujours, et plus elles sont rouges, plus il va y en avoir d'antioxydants. Hein? Donc, toutes les variétés qui sont bleues, rouges, tout ça, il y a beaucoup d'antioxydants. Celles qui sont plus jaunes, il y en a moins.
Donc, c'est vraiment... il y en a aussi dans celles à dominante jaune, mais c'est vraiment des dominantes rouges. Elles sont toutes... Il y a toute la fibre alimentaire. C'est une très bonne source de fer et de vitamine B6. Donc, si vous manquez de fer, vous manquez de PEPS, un peu de fer et de vitamine B6. C'est une bonne source de vitamine B2, B3, C et K, ainsi que de cuivre, de magnésium, de manganèse et de potassium. Donc, c'est assez riche, les prunes, là, en général. Oui, ça soutient son homme. Oui, ça soutient, et sa femme aussi. Et sa femme aussi. Est-ce que ces des plantes sont exigeantes au plan de la culture, les besoins de cette plante, de cet arbuste-là? Plus ou moins. C'est une plante de plein soleil. Ça demande le plein soleil, mais elle est un sol plus ou moins riche, meuble, frais, bien drainé. Donc, on va la classer dans les plantes moyennement gourmandes et moyennement assoiffées. Donc, c'est pas une plante qui demande beaucoup d'eau et qui va demander beaucoup de nourriture. Donc, c'est une plante entre les deux. Et est-ce que tu trouves que c'est facile à cultiver? Oui, c'est assez facile à cultiver si on prend soin de planter les bonnes variétés avec la bonne pollinisation. C'est vraiment le point le plus difficile, les bonnes variétés avec la bonne pollinisation. Ça revient encore à ton doublé de tantôt, là. Oui. Ouais, le prunier qui est un grand pollinisateur, puis l'autre que tu choisis pour le goût. C'est ça. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Il est temps de récolter vos fines herbes et vos légumes. Afin de rendre cette opération agréable et efficace, Garant Botanica propose sa gamme de sécateurs. Leur poignée antidérapante et ergonomique vous procure une expérience de tout confort. Fait de matériaux haut de gamme, ces sécateurs aux lames bien tranchantes permettent de réduire la fatigue et les tensions dans les mains. Découvrez des outils pensés pour jardiner en tout confort, même dans les endroits restreints. Les outils Garant Botanica accompagnent les jardiniers dans leurs projets. En vente dans tous les bons centres horticoles et quincailleries. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bertrand, si on a un grand terrain, ou un terrain moyennement, en tout cas qui peut accepter plusieurs pruniers, oui. Est-ce qu'on pourrait choisir des variétés pour échelonner nos récoltes? Alors, oui, mais il y a deux objectifs. Un, échelonner les récoltes, mais oui et non, dans le sens où il faut trouver plutôt des variétés qui vont fleurir en même temps. Parce que si vous mettez une variété hâtive avec une variété tardive, les pollinisateurs ne vont pas faire leur job. OK? Parce que ça arrive à un certain moment. Et mon Dieu, là, on voit la complexité de l'affaire. C'est ça, la complexité de l'affaire. Donc, je vais vous donner quelques variétés hâtives. Vous les retrouvez toujours sur le site Internet pour les autres. Là. La Black Ice, la Dura, la Fufunof, la Kappa. Donc, c'est des variétés qui sont hâtives. Les variétés de mi-saison, la Brock Gold, la Manoir, la Mirabelle, la Reine Claude, la Tocca sont donc de mi-saison et les tardives sont la Brock Red, la Burbank, l'Italienne, la Stanley. Donc, si vous mettez, par exemple, de la Italienne avec la Fofonof, OK? Oui. La Fofonof, là, ben, il ne va pas y avoir de pollinisation parce qu'il y a trop de décalage entre les floraisons. Donc, c'est vraiment compliqué à ce niveau-là, la pollinisation. La prune, c'est souvent, les gens, ils ne se rendent pas compte, mais c'est la pollinisation qui est la pierre d'achoppement dans la prune. Et ceux qui produisent les pruniers, oui. C'est en Ontario, c'est au Québec, sais-tu? Ben, on en fait au Québec. On en a fait au Québec, dans le bas du fleuve. On avait plus de 1500 pruniers. C'était un des grands centres de prunes. On a perdu ça, mais il y a même un conservatoire de la prune dans le bout de Rimouski, mais si mes souvenirs sont exacts. Et donc, on avait la prune. La prune est bonne au Québec, il n'y a pas de problème. Mais quand tu choisis, quand tu vas chez un fournisseur, un spécialiste des arbustes, des pruniers. Oui, des il va te le dire. Fruitières. Oui, ils vont te le dire. Tu l'associes avec quoi? Oui. Puis le moment de la pollinisation. Les bonnes pépinières vont le faire. Les bonnes pépinières vont le faire, mais dans les pépinières généralistes, les centres de jardin généralistes, c'est pas tous les cas. Puis par exemple, si vous achetez dans une grande surface, la plupart du temps, les gens ne sont pas formés pour vous le dire. Puis ils n'ont pas le temps de vous le dire parce qu'ils ne sont pas assez nombreux. Donc, pour un prunier, on va chez un spécialiste. Oui. Moi, je comprends ça parce que... On devrait toujours essayer un spécialiste pour tout. Mais ça, c'est une autre histoire. Ouais.
Je parle pour ma part, moi. Mais particulièrement pour les pruniers, parce que là, il y a il faut toujours avoir la bonne information. C'est toujours important et c'est le facteur de réussite, c'est de trouver les bonnes informations au bon endroit puis de s'informer avant d'acheter. Évidemment, parce que c'est drôlement décevant quand ça ne fonctionne pas. Surtout quand tu attends 7 ans. Oui, voilà. Alors, les planter, comment tu plantes un prunier? On plante les pruniers comme n'importe quel arbre ou arbuste. Je vais vous envoyer écouter le balado Plantation des arbres et des arbustes fruitiers de Nouvelles Données. Hein? Je ne vais pas répéter, donc vous avez toute l'information là, sur le site et sur le balado. Parfait. Puis l'entretien la première année, parce que ça, c'est important. Après la plantation... C'est surtout suivre les arrosages. C'est la partie importante là, de s'assurer que la plante est bien arrosée. Sans noyer. Non, sans noyer, bien sûr. C'est pour ça que ton idée de goutte à goutte, là, tu laisses un petit filet d'eau. Oui, tout le temps, pour qu'ils partent du bon pied. Bon. Est-ce qu'on peut cultiver les pruniers en association avec d'autres légumes? Puis quel est le but de ça? OK. Puis... Alors, oui, avec l'ail, l'échalote, la camomille allemande, la centaurée bleue, mais c'est une particularité, il faut éloigner certaines plantes avec à côté des pruniers. Notamment tous les abricotiers, les amélanchiers, cerisiers, fraisiers, framboisiers, mûriers, pêchers, parce qu'ils sont de la même famille. Donc, les arbres, on essaie de les éloigner parce qu'ils sont de la même famille. L'anémone, parce qu'elle abrite la rouille du prunier, donc une maladie. L'aubépine, qui véhicule le feu bactérien, et les pruniers sont sensibles au feu bactérien. Tous les genévriers, parce qu'ils favorisent le développement de la rouille, notamment sur toute cette famille décomposée. On avait des amélanches, des genévriers, on les a abattus parce qu'ils donnaient de la rouille sur nos amélanchiers. Et puis la tanésie qui éloigne plusieurs insectes par son odeur, la tanésie va éloigner les insectes utiles, donc on ne plante pas de tanésie. Ah, donc c'est vraiment le raisonnement inverse de ce qu'on fait d'habitude. Oui, c'est ça. Il y a des plantes qu'on ne devrait pas mettre parce que ils sont notamment la rouille du prunier qui est un problème. Mais tu sais quoi? Je comprends pourquoi le prunier est un si grand symbole en Asie. Oui. Parce que c'est délicat. Oui. C'est délicat comme si tu veux avoir une production. Sa fleur est délicate, son port est délicat et c'est complexe pour arriver à un peu de fruits. C'est complexe, non, ça prend un petit peu plus que de la pomme ou de la poire. Oui, bon. Est-ce qu'il y a une taille particulière, une taille d'entretien quand ton prunier commence à grandir? Il faut d'abord savoir que ça supporte mal la taille. OK? Ah. Ça ne supporte pas bien la taille, les pruniers, donc on va essayer de tailler le moins possible. La taille, il y a plusieurs tailles. Donc, une taille de fructification en été dans les régions à climat froid. On va le faire en climat froid parce qu'on évite la taille au printemps parce que la sève va couler et ça va donner une espèce de gomme sur les plaies, ce qui est très mauvais. Donc, alors, jamais au printemps. On va pas le faire au printemps parce qu'on le sait, nos érables coulent, votre prunier va couler. Donc, on va le faire plutôt en été. OK? La taille de nettoyage... qui consiste à enlever tout ce qui est abîmé, là. Il faudra faire attention aux blessures de l'écorce et aux plaies de taille qui peuvent provoquer un appel de sève qui est la gomose. Okay? Donc, il faut tailler le moins possible. Plus on taille, plus on va avoir de gomme et c'est un problème. Okay? Puis on va avoir une maladie qui se développe qui s'appelle la gomose. Une taille de fructification raisonnée. Hein? On va l'appeler comme ça. Je vais vous donner quelques paramètres. J'aurais le goût de dire raisonnable. Ou raisonné, minimaliste. Raisonnable, on peut le dire aussi. Donc, on supprime quelques centimètres au bout des tiges afin d'obliger les plantes à produire plus que des charpentières, mais quelques centimètres aussi. Durant le printemps et l'été, on procède à plusieurs opérations de taille. L'ébourgeonnement qui consiste à supprimer toutes les pousses inutiles sur les tiges fruitières. Hein? Donc, il y a des tiges qu'on voit qui ne servent pas à grand-chose, notamment celles qui partent à la verticale. On peut le commencer assez tôt, encore là, une fois que la première partie du printemps est passée. Pour éviter la montée de sève, là. On peut faire des pincements aussi par la suite qui peuvent... ça peut se faire aussi assez tôt, de réduire à 3 ou 4 feuilles sur les tiges d'accompagnement qui naissent à la base des fruits. Donc, ça peut être fait dès que les feuilles ont 4 à 6 feuilles. On va rabattre un petit peu pour provoquer des nouvelles tiges. Mais juste cette petite repousse-là. Juste cette petite repousse-là. C'est un pincement. On ne touche jamais à la branche porteuse. Non, c'est juste un pincement. Okay. Et puis, on va aussi éclaircir pour ne conserver que 2 à 3 fruits par petit paquet, là, par coram, là. Donc, on le fait vraiment, on enlève un petit peu des fruits parce que s'il y en a trop, les branches vont casser, OK? Puis on peut faire des tailles de rajeunissement, là,
mais c'est tous les 4 à 5 ans. Donc ça aussi, ces tailles de rajeunissement, c'est très compliqué. Là, il faut suivre les commentaires d'un spécialiste. Oui. Ça veut dire, pour quelqu'un qui est amateur, là, puis qui veut se donner, t'évites au printemps. Évite au printemps et tu tailles le moins possible les pruniers. On garde tu ça fais comme... juste nettoyer, enlever les branches mortes, enlever les branches abîmées, enlever les branches au nodule noir, on va le voir tout à l'heure, mais le minimum d'intervention sur le prunier parce que il va couler puis c'est problématique. Et puis pour la taille de rajeunissement, qui est la dernière, au bout de 4-5 ans... C'est trop compliqué pour l'expliquer dans un balado, j'en parle pas, puis trouvez-vous quelqu'un pour vous l'expliquer ou des vidéos sur un truc, mais ça ne se fait que tous les 4 ou 5 ans et si vraiment il y en a besoin, parce que c'est une taille qui est très sévère, la taille de rajeunissement, et là, vous pourriez avoir des problèmes jusqu'à faire mourir la plante si c'est mal fait. Donc, on fait ça. Mais je ne veux pas la rentrer parce que c'est trop compliqué et c'est trop visuel. Mais nous voilà avertis. C'est ça, vous voyez. Au moins. Oui. Bon. Alors, on nourrit notre prunier avec quoi pour qu'il produise? Bon, on fait un apport d'engrais naturel ou de compost une fois par an. Donc, engrais naturel, on le met autour des racines ou le compost autour des racines aussi. Et on le met en général à l'aplomb de la canopée, à l'aplomb du bout des tiges, parce que les racines se trouvent à peu près à cet endroit-là. Ça ne donne rien d'aller mettre du compost autour du tronc. Il faut le mettre beaucoup plus large à l'aplomb. À la circonférence. À l'aplomb, c'est ça, à l'aplomb des branches. Au bout des feuilles, au bout des branches, oui. Puis tu descends ça dans le sol. Tu peux juste mettre ton compost sur le sol si tu as du gazon, puis il va tranquillement rentrer. Mais à la limite, c'est comme si c'était la circonférence des feuilles, mais au sol. Circonférence, oui, c'est ça, au sol. OK. On suit les arrosages toutes les 2 à 3 semaines, puis on intervient seulement en cas de canicule. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Vous vous passionnez pour la culture des fruits? Je vous propose un livre technique abondamment illustré, Le jardin fruitier facile et naturel. Vous y trouverez une foule d'informations sur l'organisation du jardin fruitier, les choix, l'entretien et les récoltes de 10 fruits charnus, 11 petits fruits et 3 fruitiers grimpants. Si leur histoire vous intéresse, Étonnante histoire de fruits vous séduira par son originalité. Tous mes livres, produits 100% localement, sont en vente dans les librairies du Québec. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bon, alors, on est averti maintenant qu'il faut faire très attention aux tailles. Oui. Hein, tu nous as expliqué pourquoi. Oui. Maintenant, restons positifs. Il y a des ennemis à cette bestiole. Oh, il y a des ennemis. Il y a des bestioles qui s'attaquent à notre prunier. Il y a le nodule noir, je vais vous en reparler, là, comment le contrôler, mais on va éviter les variétés qui sont sensibles. Dans mon livre sur les fruitiers, je vous présente celles qui sont le moins sensibles au nodule noir. Là, il y en a qu'il faut complètement abandonner parce qu'elles sont très, très attaquées par le nodule noir. On a aussi quelques-uns d'autres insectes ravageurs. On a des insectes ravageurs qui sont le ver de la prune, le charançon de la prune, les pucerons puis les chenilles défoliatrices. Okay? Je vous dirais que c'est le ver de la prune qui est le plus embêtant parce qu'il rentre dans le fruit. Comme dans pour les maladies, pommes. on a la pourriture brune, le blanc, la rouille du prunier. Là, on en a parlé tout à l'heure, c'est vraiment, si vous avez des genévriers, c'est vraiment problématique. La maladie des pochettes qui attaque les fruits, la criblure des feuilles et le pourrier des racines. Le pourrier des racines, c'est si la plante n'est pas dans de bonnes conditions et par exemple les pieds dans l'eau, elle ne va pas trop aimer ça. Là. C'est une plante qui demande donc moyennement de l'eau, elle va faire de la pourriture des racines. Bon. Et c'est fragile, c'est oui, ça. C'est ça, c'est pas une plante facile, le prunier. Là. Mais quand tu le réussis, c'est magnifique. Oui. Ah oui. Alors, comment, par exemple, le nodule noir, comment tu contrôles ça? Bon, le nodule noir, c'est vraiment un gros problème. Hein. On a vraiment des gros problèmes de nodule noir. Ça a l'air de quoi? C'est une excroissance noire de forme cylindrique sur la branche. Hein. C'est assez facile à voir. L'été, c'est pas moins facile, mais l'hiver, on la voit, là, une grosse partie cylindrique. Oui. Ça enveloppe la branche, là. C'est ça. Donc, ça encercle la branche, puis la partie supérieure va mourir parce qu'elle n'est plus irriguée. Là. C'est-à-dire que la maladie, l'excroissance va prendre toute toute l'énergie de la sève, donc la partie au-dessus va mourir. C'est difficile à contrôler. Je vous le dis tout de suite, c'est pas évident.
supprimer puis éliminer le menu noir au fur et à mesure où il se forme en taillant au moins 10 cm en dessous. OK? Donc, vers où c'est pas touché. Puis si vous touchez avec votre sécateur sur le noir, il faudra le nettoyer parce que ça risque de poser des problèmes. Donc, irais-tu jusqu'à... À un moment donné, on nous disait de passer de l'alcool sur les lames. Ben, dans le cas du nœud noir... Tu le ferais? Moi, je le fais. C'est quelque chose que je ne fais pas régulièrement. De l'alcool 70 % Oui, 70 de l'alcool qu'on trouve en pharmacie. 70 va faire. Là. Ça, on nous dit qu'il faut faire ça pour toutes les tailles, dans toutes les plantes. Là. À un moment donné, c'est pas possible. Là. Moi, je ne fais pas ça, je n'ai pas le temps. Mais pour un prunier, tu le ferais? Prunier, je le ferais. Un prunier avec du nœud noir, je vais le faire. OK? Puis on peut traiter avec une solution au soufre au début de l'attaque. C'est-à-dire que si vous vous laissez aller avec... Il faut vraiment passer tous les hivers, aller ramasser le nodule noir. Si vous le voyez que s'il y en a, vous pouvez attaquer avec du soufre au printemps, mais si vous vous laissez aller, moi j'ai vu des cas où il y a du nodule noir dans tout l'arbre, ça va être un abattage. Oui. Okay? Ça va être un abattage de l'arbre. Mais il faut le détruire aussi, ou le brûler. Il faudrait idéalement le brûler, là, ce qui n'est pas toujours une bonne idée. Mais... Tu n'en vois même pas ça dans le recyclage des villes. Le recyclage des villes va le détruire, là, mais idéalement, c'est vraiment de le détruire là, parce que c'est une plante, c'est une maladie qui est très embêtante. Là, c'est agressif. Qui est très agressive. Mm-hmm. Ça peut amener l'arbre à mourir complètement là, au bout de quelques années. Donc, votre prunier que vous avez attendu 7 ans, il n'y a plus de prunier. C'est un peu ennuyeux. Mais regardons ça d'un côté positif. Quand est-ce qu'on sait que la prune est mûre pour la récolte? Quand elle commence à tomber naturellement. C'est un des fruits qu'on va ramasser à terre. On va secouer les branches. On secoue le prunier. Se faire secouer les prunes, d'où l'expression se faire secouer les prunes. OK? Et les fruits sont alors bien colorés, parfumés, la chair est souple. Donc, ça peut être soit ramassé au sol, soit cueilli à la main. Mais quand vous voulez... des fois, ils mettent des toiles en dessous, donc ils secouent le prunier, puis ils vont ramasser les fruits après. Donc, c'est cette expression qui dit se faire secouer le prunier pour se faire ramasser. C'est ça. Parce que si tu le cueilles sur l'arbre, c'est pas nécessairement qu'il est mûr. Si tu brasses ta branche, puis que ça descend, ça bouge pas, c'est qu'ils sont pas mûrs encore. Quand ils commencent à tomber, là, tu peux les récolter, ça y a pas de problème. Là. Bon, mais ce qu'on mange à l'épicerie, là, les prunes qui nous sont vendues, souvent, elles ne sont pas mûres. Oui, elles ne sont pas mûres. Elles sont dures. Elles vont continuer à mûrir un peu. OK. Alors, on conserve comment les prunes qu'on vient de cueillir? Elles commencent à mûrir elles continuent à mûrir pendant 2 ou 3 jours à l'air ambiant. C'est ça que font finalement les prunes qui nous vendent, qui ne sont pas tout à fait mûres, parce que si elles sont trop mûres, elles ne vont pas voyager. Donc, 2-3 jours à l'air ambiant. Sans ça se conserve au réfrigérateur pendant 1 semaine. 1 semaine. Bon, fait que c'est ça. Au moins, si tu as à partir en vacances, puis tes prunes sont sur le point de... Tu peux les cueillir. Les emmener en vacances. C'est mieux de les emmener en vacances que de les laisser dans le frigidaire parce que tu les as trouvés un petit peu abîmés. Puis de quelle manière les manger? Il y a toutes sortes de façons. Chacun a sa recette. Cuite, en confiture, séchée, les pruneaux. Cuites où on les utilise dans les desserts, les gâteaux, les tartes. Il n'y a pas de limite, les prunes, là, en compote, confiture et whatever. C'est tellement l'été. Alors, on sort des prunes, Bertrand, qu'on sait maintenant qui sont un cadeau issu de beaucoup de travail et d'amour, on va dire ça. Depuis des millénaires. Oui. Et puis, si vous voulez, vous allez voir les autres balados, radiolégumes.com, vous cliquez sur « Subscribe », vous restez informé de tout ce qui s'en vient. Et puis, je voudrais remercier, avant qu'on se quitte, Garant, ainsi que Xavier Gervais-Dumont pour la musique. Garant qui a les sécateurs qui vous permettent de couper les branches des nodules noirs. Voilà. C'est là qu'on sait. Mais oui, c'est de très bons sécateurs, de très bons outils. Oui. Et puis à Charles aussi pour son assistance technique. Alors voilà, pour les prunes, c'est un sujet passionnant quand même. C'est un beau défi. On n'y est pas tombé, puis on en est sorti. On en est sorti. Alors, à vos jardins, chers amis. Merci beaucoup, Bertrand, pour ces informations. Puis on se retrouve en quelque part entre la Lune, la prune et la Terre. À la prochaine. Bye! Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.